Merci, Madame la modératrice. Moi, je voudrais revenir à quelques chiffres sur la démographie présentée par des intervenants qui m'avaient précédé. Alors moi, je vais me contenter donc des statistiques concernant l'Europe des 27 et bien entendu l'Afrique. Donc, en 2019, l'Europe comptait 447 millions d'habitants. En 2050, elle comptera 447,8 millions d'habitants. Et en 2100, elle ne comptera que 419 millions d'habitants. Ça, c'est l'Europe, l'Europe des 27. Bien sûr, vous connaissez la raison. Quant à l'Afrique, elle était en 1900, donc le siècle dernier, à 100 millions d'habitants en 1900. En 2022, elle est passée à 1,2 milliard d'habitants. En 2050, elle sera, et M. Bolero l'a dit, à 2,5 milliards. Et en 2100, elle comptera 4,4 milliards d'habitants. Donc, si vous voulez, ces chiffres-là vont nous servir pour vraiment étayer ce que je vais dire. Donc, vous avez une démographie galopante et en contrepartie, vous avez bien entendu des chiffres aussi effrayants au niveau des demandeurs d'emploi. Alors, actuellement, il y a 450 millions de demandeurs d'emploi en Afrique. Et la BAD, la Banque africaine de développement, prévoit 18 millions supplémentaires en 2030, dans 5 ans. Donc, voyez-vous, avec tout ce monde-là, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, malheureusement, l'Afrique, au niveau de l'Union africaine, essaie quand même de reprendre des slogans que je dirais populistes, moi. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est la richesse de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on a préparé pour cette jeunesse pour qu'elle puisse vivre décemment et en toute dignité? Donc, pas grand-chose, malheureusement. Donc, il faut aussi que l'Afrique elle-même change de langage et voit la réalité autrement, au niveau, bien entendu, de l'Union africaine, je veux dire. Mais aussi, nos amis européens. Je parle toujours de l'Europe des 27. Nos amis européens, donc, continuent à considérer l'Afrique comme étant un espace de nécessiteux, avec des solutions de rafistolage et de colmatage des brèches, mais il n'y a rien de profond. Il n'y a rien qui touche la structure même de ces échanges, de ces relations entre les deux continents. Et pourtant, c'est le continent le plus proche. D'ailleurs, dans les statistiques qui me paraissent quand même inquiétantes, c'est que sur les 4,4 milliards que comptera l'Afrique en 2100, il y aura 3 milliards d'habitants en Afrique subsaharienne seulement. 3 milliards. Actuellement, cette région ne compte que 1 milliard. Ils seront 3 milliards. Donc, voyez-vous, c'est quand même quelque chose de très important. Et alors, la question qui se pose d'elle-même, pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi cette vision de l'étranger ne concerne que, quand on parle de l'Afrique, que les richesses du sous-sol? C'est-à-dire que l'engouement que le monde extérieur, je ne parle pas uniquement de l'Europe, mais du monde extérieur, c'est uniquement un engouement pour les richesses de l'Afrique, les richesses du sous-sol. Et alors, là, vraiment, les chiffres sont quand même assez alarmants.
l'Europe peut-être ne sait pas que en l'an 2100, elle n'aura comme population que le 1/20 de la population mondiale, le 1/9 de la population africaine. Donc, voyez-vous, là, c'est quand même énorme et il faut quand même s'occuper dignement de cette situation. Alors, moi, j'appelle, je ne dis pas la raison, mais la prospective. Pour bien sûr, 2050, c'est dans 25 ans, 2100, c'est dans 75 ans, et beaucoup diront, je m'excuse le terme, mais après moi le déluge. Donc, bien entendu, la plupart entre nous ici, nous ne serons pas là en 2100, bien sûr. Mais il faut commencer à prévoir quand même des politiques pour essayer d'arrêter donc cette situation qui, d'après les chiffres actuels, qui sont sombres d'ailleurs, la situation de l'Afrique va empirer d'ici la fin donc de ce siècle. La perspective, c'est quoi? La prospective, c'est quoi? C'est il faut, bien entendu, fixer les Africains chez eux. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution que de fixer les Africains chez eux. Et pour ça, il faut bien entendu changer de politique totalement. C'est-à-dire que tout à l'heure, M. Bolero a dit quelque chose qui est quand même très important, c'est que la pauvreté est nourricière et elle est à l'origine de tous les maux que connaît l'Afrique, excusez-moi. Donc, comment s'attaquer à cette pauvreté? Alors, il y a des chiffres qui nous interpellent. En Afrique subsaharienne seulement, 800 millions d'habitants n'accédaient pas en 2019 à l'eau potable. 800 millions n'accèdent pas en 2023 à l'électricité. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là puissent rester chez eux quand ils n'ont pas d'eau potable et d'électricité? Donc ça, c'est aussi à voir. Bien sûr, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle estime que le fait de verrouiller ses frontières, elle va quand même repousser ces flux. Alors, bien entendu, Madame Meloni, la chef du gouvernement italien, elle se targue devant ses électeurs qu'elle a pu quand même réduire de 60% le nombre des flux migratoires sur les côtes italiennes. Comment? Eh bien, en chargeant un pays dont je viens, la Tunisie, pour garder ses frontières. Et donc empêcher ces gens-là de venir jusqu'en Europe, jusqu'aux frontières. Mais le problème, c'est que actuellement, ces flux qui vont vers l'Italie de nos frères donc africains se résument à quelques milliers, entre 20 et 30 000 Africains qui essayent donc de franchir la Méditerranée pour aller là-bas. Et en 2100, Meloni ne sera pas là. Et il y aura des millions d'Africains qui vont essayer d'atteindre ces rivages. Donc, voyez-vous, c'est quand même très, très compliqué et très important. Il faut voir ça avec beaucoup de, à mon avis, de recul et aussi de prospective. Donc, l'Afrique n'a plus besoin, je suis direct là, je ne suis plus diplomate, mais l'Afrique n'a plus besoin de sommets. Sommet Europe-Afrique, 6 sommets. Sommet France-Afrique, 28. Sommet Chine-Afrique,
8, sommet, je ne sais pas qui. Tout le monde veut faire des sommets avec l'Afrique. Mais pour donner quoi? Ça ne sert, je m'excuse le terme, mais ça ne sert finalement qu'à boire du café, avoir des déjeuners et bien sûr habiter des palaces. Sans plus. Parce que l'essentiel n'a pas été mis sur la table. C'est-à-dire cette pauvreté d'une Afrique, et d'ailleurs c'est assez dichotomique. L'Afrique est le seul continent au monde où il y a des populations extrêmement pauvres qui vivent sur un sous-sol extrêmement riche. Donc, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Mais qui profite justement de ça? Alors là, c'est à l'Europe de revoir donc sa copie concernant comment dirais-je, sa politique envers l'Afrique. Il faut revoir ça. Et, à mon avis, il n'y a pas que l'économique. Je ne parle pas du partage, parce que la hantise des Européens, c'est que demain, si ces présidents qui sont en place actuellement ne vont pas défendre les intérêts de l'Europe, pourquoi pas? Si on arrive à une nouvelle équation, l'équation de gagnant-gagnant, vous gagnez et nous gagnons. Et donc là, les jeunes sont prêts, parce qu'il y a quand même quelque chose que beaucoup de monde oublie, c'est que grâce aux nouvelles technologies, donc les réseaux sociaux, etc., les gens connaissent ce qui se passe dans le monde. Et je vous donne des chiffres, mais vraiment invraisemblables. Actuellement, il y a 590 millions d'internautes en Afrique, soit pratiquement 40% des habitants. Et en Afrique de l'Ouest seulement, il y a 210 millions donc d'internautes. Ces internautes sont, bien entendu, tout le temps connectés. Donc ils ont connecté, ils savent ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est fini. Quand RFI, Radio France Internationale, parlait des bouchons dans les périphes de Paris, les Africains qui écoutaient ça dans leur transistor regardaient ça à Pontoise. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous inviter à conclure, s'il vous plaît. Eh bien, c'est fini tout ça, c'est terminé. Maintenant, ils savent même la cotation du CAC 40 le jour même. Donc, voyez-vous, il faut aussi changer tout ça. Bon, comment faire? C'est-à-dire qu'il faut, et ça c'est indispensable, je m'excuse, madame la modératrice, je vais prendre une minute. Je vous donne 2 minutes. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Parce que il y a quand même une plaie, en Afrique qu'il faut vraiment essayer de penser au plus vite. C'est-à-dire la position. Vous savez que l'Afrique détient le record mondial en matière de coups d'État. Il y a eu 214 coups d'État depuis 1950. Il y a 106 qui ont réussi en Afrique. Et donc, ces militaires qui viennent au pouvoir, ces vieux qui sont là, moi, ça me chagrine quand je vois qu'il y a un président qui est âgé de 92 ans actuellement et qui brigue un autre mandat de 7 ans en Afrique. Ça me gêne énormément quand je vois un autre président en Afrique qui a dépassé l'âge limite autorisé par la Constitution, amène 2 faux témoins pour dire qu'il est plus jeune que son âge, pour qu'il puisse quand même briguer un énième mandat. Donc, voyez-vous, ça, il faut en finir. Parce que les jeunes africains veulent leur part, veulent participer à la vie politique, veulent donc s'épanouir politiquement. Et toutes ces méthodes-là, en place, on intronise
nos amis, etc. Et surtout, je termine par là, la corruption, c'est quelque chose qui est endémique en Afrique. Il faut lui trouver une solution. La Banque mondiale précise qu'en 2020, la diaspora africaine avait transféré vers l'Afrique 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, la diaspora. La même année, en 2020, 51 milliards de dollars avaient quitté l'Afrique pour aller dans les banques occidentales et bien entendu pour acheter avenue Foch des appartements ou je ne sais pas où. Donc là, il faut en finir avec ça parce que les Africains en ont marre, surtout les jeunes. Et comme vous l'aviez dit, en 2100, il y aura 60% des habitants de l'Afrique, des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Merci, monsieur l'ambassadeur.